Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce webinaire en direct organisé par l'ESCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com. Et ce soir, nous vous accueillons pour le dernier webinaire de 2020, mais nous vous retrouverons bientôt à partir de janvier pour des nouvelles thématiques et des nouveaux invités. Je suis ravie d'animer cette session aujourd'hui avec Jean-Luc Stanislas. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Nada, bonsoir à tous les participants et merci encore de votre grande fidélité à nous rejoindre régulièrement à l'occasion des webinaires. Et comme tu le dis parfaitement Nada, nous clôturons cette année 2020 avec un intervenant tout à fait exceptionnel que nous allons rencontrer dans les minutes qui viennent. Donc vraiment ravi de ce moment de partage. Merci beaucoup Nada. Alors, tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et nous aurons le plaisir de les relayer à notre invité. Et sans plus tarder, je suis ravie de recevoir le professeur Frédéric Bizard, qui est économiste, spécialiste des questions de santé et de protection sociale. Il est professeur affilié à l'ESCP, il est également professeur à Sciences Po. Je suis ravie de l'accueillir pour nous parler de ses travaux de recherche, de son programme de refondation du système de santé, des travaux menés à l'Institut Santé depuis sa création en 2018 et surtout de son ouvrage Et alors, la réforme du système de santé, c'est pour quand, exactement, qui a été primé, qui a gagné le prix de l'ouvrage de l'économie de santé de BFM Business. Professeur Frédéric, bonsoir et merci de votre présence, merci de votre disponibilité. Merci Nada, merci Jean-Luc pour cette invitation. Je suis ravi d'être là ce soir avec vous. J'ai passé 4 heures avec des étudiants de l'ESCP tout à l'heure, donc voilà, d'avoir des alumni, puisque je crois qu'on a affaire à des alumni ce soir, hein, c'est bien ça Absolument, beaucoup d'alumni, quelques étudiants et des externes qui découvrent le SCP grâce à ces événements. Alors, tout à fait. Et nous sommes dans les locaux de l'ESCP également, donc du coup c'est très bien. Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on a créé l'Institut Santé? Parce qu'on est tous très occupés, on fait tous de notre côté de la recherche avec différentes institutions. Mais finalement, on est arrivé, un certain nombre de personnes qui s'intéressent à ce secteur, est arrivé à la conclusion que si on veut vraiment que ça bouge, il va falloir unir les forces. Je crois, moi de mon côté, avoir été un petit peu au bout de ce que je pouvais faire individuellement. Beaucoup publié, sorti des livres, on a depuis des années, je l'ai fait moi aux États-Unis avant. Bon, on peut se dire qu'on peut toujours aller plus loin, mais manifestement, puisqu'on recherche quand même à faire quelque chose d'appliqué, une recherche appliquée, pas simplement fondamentale, il serait bien quand même que ça serve les pouvoirs publics et le bien commun. Bon. Pour différentes raisons, la réforme du système de santé est extraordinairement complexe dans tous les pays du monde, ce n'est pas propre à la France, c'est extraordinairement difficile à réaliser, se fait selon une logique de crise. Il semble que là, on soit bien dans cette logique-là, mais que les conditions ne seront pas remplies si la société civile, si ceux qui pensent un petit peu à tout ça, ne s'unissent pas pour créer les conditions de cette refondation. Pour différentes raisons, mais notamment pour une très simple, c'est qu'aucun parti politique ne travaille sur la question. Il n'y a aucun responsable politique qui véritablement est armé pour parler de cette refonte, avoir une approche transversale, globale. Et y compris dans différents secteurs de l'industrie, des hôpitaux publics, des hôpitaux privés, des syndicats de médecins, etc. Tous ces secteurs-là sont représentés par des personnes qui ont un mandat de défendre les intérêts acquis, mais qui ne pensent pas à la prospective, qui ne sont pas là pour faire de la prospective et repenser le système. Donc on voit bien que à la fois, on a une grande complexité pour changer les choses et à la fois, il n'y a personne véritablement armé en tant qu'individu, mais surtout en tant qu'institution pour le faire. Alors, on s'est dit, on va créer cette institution qui est entièrement dévouée à ça, donc par induction qui, si cette réforme se fait, n'aura plus de raison d'être.
Et donc, qui réunit sous forme d'un réseau associatif, aujourd'hui presque une centaine de personnes du secteur de la santé, mais aussi des sciences sociales, des consultants, bref, des gens d'horizons assez différents, mais qui ont tous comme point commun de croire utile de réfléchir à cette réforme. Donc, on a eu une première étape pendant 18 mois où on a travaillé autour de 6 chantiers, à peu près une quarantaine de personnes, répartis sur 6 chantiers qui ont travaillé et ces travaux ont conduit à un premier ouvrage, qui est un ouvrage collectif, que Nada a la gentillesse de citer, et qui est la première brique, en fait, qui est le contenu de refonte issu de ces travaux-là. Alors, ces travaux ont été aussi alimentés par tous les travaux précédents, comme la recherche, on essaie de pousser plus loin, ce qui existe déjà. Donc, en effet, ce livre a plutôt bien fonctionné. C'est le prix du livre de l'économie, tout simplement. Parce que ce qui est aussi intéressant, ça fait partie de mes volontés, c'est de sortir l'économie de la santé d'un corner où quasiment personne ne va et de l'intégrer complètement comme un des segments de l'économie. Donc, le prix de l'économie, ce qui était déjà la première étape, c'est que des économistes l'ont lu, des journalistes économistes l'ont lu et se sont dit, tiens, c'est un truc qu'on a l'air de comprendre et qui a l'air plutôt d'intéresser pas juste le petit noyau dur d'experts qui y pensent, mais pour le grand public, c'est intéressant. Ça, c'était intéressant de ce point de vue-là. Alors là, on est dans la deuxième phase, qui est la phase de consensus, de recherche de consensus, à travers les professionnels de santé, l'ensemble des acteurs. Donc, on a fait une conférence de consensus nationale le 21 juillet, dont on a présenté les résultats aux parlementaires, avec un parlementaire de chaque parti politique. Il y avait 8 partis politiques de représentés, où on a fait débattre. On avait envoyé avant les résultats. Je crois qu'ils vous ont été communiqués. Donc, il y a un document de synthèse. Et puis, vous avez, je crois, eu accès à la vidéo. Mais vous avez pu voir que notre projet n'est pas complètement utopique, puisqu'il est vraiment en train de prendre corps, évidemment, à travers ce livre, mais aussi à travers le fait que là, on est en train de faire travailler un peu ceux qui, demain, prendront les décisions pour le prochain quinquennat. Avec une approche apolitique, citoyenne, transversale, je reviens interdisciplinaire, ça c'est toujours un peu l'ADN de l'Institut Santé. On réalise des conférences de consensus régionales pour vraiment faire travailler des gens qui sont proches du terrain, mais non pas que les premiers n'étaient pas, mais enfin, en tout cas pour s'assurer que l'ensemble des régions puissent participer à ce travail. Nada nous a fait le plaisir de diriger celle qui s'est passée en Île-de-France, qui je crois s'est bien passée. Et voilà, les prochaines arrivent. Donc vous voyez qu'on va avoir, d'ici la fin de l'année, fin janvier, un brassage des idées existantes qui sont déjà issues quand même de brainstorming assez important pour arriver à un programme définitif, probablement deuxième trimestre, qui sera publié sous forme d'un livre collectif, qui sera le plus accessible possible et qui sera quand même le résultat de ce qu'on peut considérer comme une approche la plus aboutie possible pour proposer un programme de refonte extrêmement crédible, le plus consensuel possible et répondant aux enjeux. Voilà un petit peu le travail. Après, c'est le travail d'évangélisation des foules, aussi bien du grand public que des responsables politiques. Là, chacun pourra, intéressé évidemment par ça, aller prêcher la bonne parole et dire, voilà, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de programme possible, qu'on ne peut pas mettre ce sujet-là dans la prochaine élection présidentielle. C'est une nécessité, ça, de plus en plus de gens en sont convaincus. Et là, vous avez de quoi travailler. Vous pouvez lui donner une coloration verte, rouge, bleue, ce que vous voulez en fonction des sensibilités politiques. Mais voilà, ça, c'est un travail qui répond aux enjeux et qui permet de conserver les valeurs fondamentales et donc de trouver un consensus auprès de la population. Ça ne vous a pas échappé qu'il y avait une autre réforme systémique qui avait été envisagée, moi que j'avais d'ailleurs théorisé dans un de mes livres, qui était la mise en place du système universel de retraite, à point, qui de mon point de vue répond aux enjeux et donc qui était une excellente idée. Et le président élu avait eu le flair de la mettre dans son programme.
Sauf que cette réforme, elle avait été réfléchie à peu près à hauteur d'une demi-page. Et il n'y avait pas eu davantage de travaux de mener, notamment parce qu'on connaît les circonstances de l'élection et ça avait été un peu une candidature de dernière minute. Donc il y avait eu le bon flair, mais on a vu comme il n'y avait pas eu la préparation en amont, préparation des idées, mais aussi préparation des esprits. Et là, pourtant, une réforme tellement plus simple à mener que la santé, parce que franchement, les retraites, c'est quand même pas très compliqué. Non pas que socialement, ça n'a pas un impact énorme, évidemment, mais c'est quand même pas très compliqué. La mécanique est quand même relativement simple. Et pourtant, une idée qui était consensuelle, hein, sur la gauche et droite, étaient plutôt d'accord. Bon. Donc, ça ne s'est pas fait. Donc, je ne vous dis pas que si on ne fait pas ce travail en amont pour la santé, là, véritablement, il n'y a aucune chance que ça se fasse. Alors, deux, trois mots sur, mais pas plus, parce que si vous êtes là, c'est que je pense que vous avez quand même largement lu un petit peu ce qui avait été fait. Globalement, pourquoi est-ce qu'il faut d'abord refondre ce système de santé? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas continuer de ce qu'on l'a fait depuis des années, c'est-à-dire tant bien que mal, et avec toute la bonne volonté que les différentes personnes au pouvoir ont, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas continuer à essayer un peu de rafistoler, de réformer ce qui existe? Ce n'est pas parce que ce qui existe n'est pas bon, c'est que c'est devenu totalement inadapté à l'environnement. Donc c'est l'environnement qui a évolué et qui a fait complètement dérailler le modèle qui a remarquablement bien fonctionné au XXe siècle, hein, qui avait même été élu meilleur système de santé par l'OMS en 2000, plutôt à juste titre. Mais j'avais d'ailleurs dit à cette époque-là, j'étais aux États-Unis, mais que c'était le chant du cygne. C'est-à-dire que c'était une récompense presque post-mortem d'un modèle qui avait été excellent pour le XXe siècle, mais qui est totalement inadapté pour les enjeux à venir. D'ailleurs, les critères utilisés dans ce classement, beaucoup axés sur l'accès aux soins, n'étaient pas totalement adaptés pour le modèle du XXe siècle. Donc, on a été les champions de l'accès aux soins. Il n'y a pas un autre pays au monde qui a réussi avec autant d'efficacité de mettre à proximité de la population des professionnels de santé de qualité et d'avoir véritablement accès à des soins de qualité avec des soins d'excellence à l'hôpital et des soins de ville de proximité. Globalement, on a été les meilleurs. Sauf que ça, c'était l'ancien modèle. Les enjeux aujourd'hui, avec la triple transition démographique, épidémiologique et technologique que vous connaissez, changent radicalement la donne et nécessitent de passer, si on veut faire un petit peu simple, de l'accès aux soins à l'accès à la santé. Nécessite de passer d'une gestion qui est essentiellement une gestion de l'offre de soins, de l'offre de professionnels de santé, à une gestion de la demande de santé. Passer de l'offre à la demande. Soins à la santé, offre à la demande. Et un système donc qui, en matière de gouvernance, exige de réinventer une démocratie sanitaire et sociale forte. Si on veut conserver un modèle à la française, c'est-à-dire qu'il ne soit pas totalement étatique ou totalement dans les mains d'assureurs privés qui organisent leur propre réseau. Donc, ça, c'est le postulat hein, on peut peut-être vous demander, mais comment ils ont réussi à un petit peu réunir des gens de pensées très différentes, hein, de la CGT à des personnes beaucoup plus libérales. C'est parce qu'on a défini des lignes rouges. Dans ces lignes rouges, il y en avait deux notamment, pour faire rapide, c'était on réinvente un modèle à la française, c'est-à-dire sur les valeurs qui ont construit le modèle du XXe siècle. Valeurs de liberté de choix, valeurs d'indépendance professionnelle, les valeurs républicaines. Vous savez probablement que le système de santé français est le seul à se préoccuper de la liberté des acteurs. Compris dans les pays les plus libéraux, on ne se préoccupe pas de votre liberté. En Angleterre, vous n'êtes absolument pas libre. Quand vous vous installez, votre GP vous est imposé et le parcours dans le reste du système vous est imposé. Quand vous êtes aux États-Unis, pour prendre deux pays très libéraux, vous souscrivez, si vous êtes actif, à un contrat
d'assurance privée, et c'est cette assurance privée qui va organiser votre parcours. Donc la France a fait de la liberté des acteurs une valeur cardinale, avec plus l'aspect solidaire et l'aspect recherche d'égalité. Bon, donc le triptyque républicain. Donc on est parti là-dessus. Le deuxième postulat, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs. Ça ne vous échappe pas que certains pensent que s'il y a des problèmes, c'est à cause de l'hôpital public, et d'autres qui pensent que c'est parce qu'il y a des libéraux. Bon. Évidemment, on est parti du postulat que le problème n'est pas un problème de statut, que la liberté de choix de son statut demeurerait, mais que c'est un problème de régulation. Et donc, on est au-dessus, quelque part, des statuts. On conserve l'ensemble des acteurs. Bon. Donc ça permet d'avancer. Donc, vous avez ces trois un petit peu évolutions stratégiques du soin à la santé, donc avec une approche différente de la santé, de l'offre à la demande. On parle toujours de mettre le patient au cœur du système, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est une gestion sur un plan économique qui part de la demande et qui ne part pas de l'offre, ce qui évidemment change complètement la donne. Et si on veut que l'individu puisse avoir une réponse à sa demande et que le système soit orienté vers la demande de santé, encore faut-il qu'il y ait une participation des individus. Si on ne veut pas un système étatique, il faut qu'il y ait une participation des individus à cette gestion. Donc, réinventer une démocratie sanitaire et sociale. Démocratie sociale qui était au cœur du modèle de 1945. Démocratie sanitaire, il n'y a jamais vraiment été. On a fait un peu simulacres en mettant des rôles des patients dans les institutions sur des strapontins. Mais au XXe siècle, ce n'était pas tellement entre guillemets nécessaire, parce que la première étape de construction d'un système de santé moderne, c'était cet accès aux soins. Déjà, si on soignait les gens, c'était pas mal. Bon. Maintenant, au XXIe siècle, dans le modèle où ce n'est pas simplement soigner les gens, c'est maintenir les gens en bonne santé et garantir un accès aux soins les plus efficients au meilleur coût, évidemment, la participation du citoyen en bonne santé ou patient est indispensable. Donc aussi à la gouvernance. Bon. Voilà les trois éléments. On les a déclinés avec un petit peu une refonte qui, pour ceux qui connaissent un petit peu le modèle de santé, c'est comme dans un avion, vous avez à la fois des boutons de contrôle, avec 5 boutons de contrôle, vous avez le financement, les modalités de paiement, la gouvernance, c'est-à-dire qui fait quoi, l'action sur les comportements individuels, et puis vous avez des objectifs intermédiaires, des objectifs finaux. Donc c'est avec ce schéma global où on a travaillé. Là, vous avez les 5 thématiques. Juste comme ça, 2-3 thématiques importantes pour vous montrer l'aspect disruptif qui est incontournable par rapport à ce qui existe. Il y a l'aspect territorialisation de la santé. Alors ça, ce qui est intéressant dans la territorialisation de la santé, c'est que certains vont probablement me dire « mais oui, mais ça, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans ». Sauf que c'est ce qu'il y a dans les textes depuis 20 ans, mais la différence, c'est qu'on n'a pas rendu cette territorialisation systémique. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait du territoire de santé l'unité géographique de pilotage de la demande de santé. Donc, on a fait tout un tas de tentatives. Il y a à peu près autant de territoires de santé que de secteurs concernés. Donc, il y a des GHT, il y a des CPTS, il y a des territoires de permanence de soins. Bon, évidemment, la territorialisation, c'est la territorialisation. C'est-à-dire que vous créez des territoires de santé à partir des bassins de vie, 500 à 600, 120 à 150 000 personnes. Et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est dans le truc. Et donc, vous considérez que ce sont ces territoires qui sont la nouvelle unité géographique de pilotage de la demande de santé. D'accord ? Alors, vous allez me dire pourquoi il faut tout d'un coup partir du territoire. C'est que si vous voulez partir de la demande, il faut bien partir des individus. Et comme vous n'allez pas gérer chaque individu, même si c'est l'objectif ultime, vous essayez de gérer des individus à l'échelle d'un territoire. Pourquoi le territoire ? Parce que si vous voulez passer du soin à la santé, il faut passer de la maladie aux déterminants de santé. Les déterminants de santé, vous savez comme moi ce que c'est, ça veut dire que ça implique tout un tas de politiques publiques qui sont gérées à l'échelle de territoire.
de qualité de vie, de ville, de transport, d'alimentation, de sport, d'éducation. Bon. Donc, on voit bien que ce raisonnement, cette gestion doit se faire à l'échelle du territoire. Évidemment, quand on pousse l'idée jusqu'au bout, alors vous imaginez bien, hein, c'est que tout le reste, entre guillemets, ça se substitue à tout ce qui existe. Ce qui fait qu'il faut, avant d'aller dans la technique, mais ok, on supprime les CPTS, mais les CPTS, ça marchait, parce que moi, j'en connais une qui marchait, machin, puis les GHT, il y en a une qui... Bon, vous voyez qu'il faut convaincre sur le fond de la chose. Si vous tirez le fil un peu plus loin, évidemment, des structures comme l'APHP, APHL, plus vraiment de raison d'exister. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les supprime, mais ça veut dire qu'il faut réinventer leur place. On peut penser que, par exemple, pour les projets de recherche, ça peut avoir un intérêt d'avoir une instance à l'échelle de plusieurs grands CHU, mais certainement pas pour gérer le soin, puisqu'on veut que les hôpitaux soient intégrés dans les territoires, donc soient gérés à l'échelle des hôpitaux et à l'échelle des territoires. Dans la deuxième disruption, comme vous savez, on a un ministère du soin, qui est numéro 12 sur les 15 ministres, qui n'a aucun poids politique, quel que soit le ministre ou la ministre, hein, ce n'est pas une question de personne. Parce qu'on a un ministère qui pilote avant tout des hôpitaux, des professionnels de santé, normalement via l'assurance maladie, mais donc qui pilote une offre, mais sans aucune réflexion stratégique de long terme, sans aucune réflexion politique. Il n'y a pas de politique de santé en France, ça ne vous a pas échappé. Si vous n'en êtes pas convaincu, lisez la loi de finances de sécurité sociale 2021, vous verrez ce qu'il en est. Mais parce que ça n'a pas été pensé. Il est évident que l'intérêt notamment de la Covid, on le savait avant, mais c'est d'abord de démontrer que la santé, c'est un élément de liberté et de sécurité, de liberté individuelle, de liberté collective et de sécurité individuelle et de sécurité collective. On le savait, mais il fallait qu'il y ait une crise pour nous le rappeler. Parce qu'on voit bien que quand la santé est déréglée, on est plus libre et on est plus sécure. Et quand c'est vraiment déréglé, on ne peut même plus sortir de chez soi. Donc, on voit bien toute la difficulté, les lacunes de notre état sanitaire. Et je suis le premier à penser que quel que soit le pouvoir qui était en place, il aurait été aussi, comment dire, en tout cas, victime des lacunes de l'état sanitaire qu'il a trouvé au moment de l'installation. Alors, le problème, par contre, c'est qu'on voit que ce gouvernement, cet État, est dans le déni permanent, comme les autres, qui constatent que ça ne fonctionne pas, mais qui fait croire qu'en fait, ça fonctionne. C'est ça, vous voyez, la difficulté de la réforme. Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucune idée de ce qu'il faut faire, globalement. Comme je vous le dis tout à l'heure, aucun parti politique et aucun homme politique n'a une idée concrète de ce qu'il faut faire. Donc, quand vous ne maîtrisez pas une idée aussi sensible que la santé, vous n'allez pas aller vous amuser à 20 heures ou devant une tribune avec des milliers de gens à dire « ça, je vais tout réformer ». Non. Donc, vous voyez que c'est le... Bon. Donc, la santé publique devient le pivot du système. C'est-à-dire qu'il faut considérer que la santé est une fonction régalienne, l'équivalent d'une fonction régalienne. Comme l'est la sécurité. C'est un élément de sécurité, comme l'est la sécurité intérieure, la défense, la diplomatie. Ça veut dire que plutôt qu'un budget annuel qu'on fait passer avec quelques députés qui regardent un peu gauche à droite ce qui se fait, avec une mesure, toujours une mesure un peu symbolique là, sur les urgences. On a une loi de programmation sanitaire à 5 ans qui permet véritablement de fixer des objectifs de santé publique et donc d'avoir une stratégie à moyen terme et d'allouer des ressources en conséquence, avec notamment des choix technologiques, hein, aussi bien en amont qu'en aval. Donc, c'est ce qui est proposé. Avec une santé publique, avec un État stratège qui est réarmé. Autant on est pour éloigner l'État de la gestion des professionnels de santé, vous verrez dans la gouvernance des soins, je ne vais pas y venir, mais autant on est pour réarmer l'État en santé publique.
Et avec cette kyrielle d'agences que l'on a aujourd'hui, que l'on voit dans un système totalement impotent, puisque regardez, y compris pour les vaccins, on ressort un comité scientifique, un comité citoyen, un machin. Bon, on a 7-8 acteurs juste pour la gouvernance là, de la campagne de vaccination. Donc en gros, il n'y a personne, il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est le Conseil de défense qui décide. Et évidemment, ça ne fait pas de politique de santé publique. Donc nous, on réarme avec une agence de santé publique qui réunit les principales fonctions, qui est déclinée en régions, avec les agences régionales de santé actuelles deviennent des agences régionales de santé publique, ne s'occupent pas de la gouvernance des professionnels de santé, mais par contre est armée en matière de santé publique. Et le lien entre soins et santé publique se fait à l'échelle des territoires. Ça, vous voyez que c'est une décision purement politique. Et que ça doit être une discussion politique. Parce que la grande difficulté en santé, je m'arrêterai là après, c'est de faire émerger un débat. Je peux vous dire, on a réuni des parlementaires, on va réunir des présidents de région, des présidents de département, des grands-mères. À chaque fois, j'ai la même rengaine. Ah oui, mais vous savez, moi, la santé, c'est pas vraiment mon rayon. Hein. Non, mais vous êtes maire d'une ville de 1 million d'habitants. Croyez-moi, la santé est dans vos responsabilités, de près ou de loin. Vous êtes président d'une grande région. Est-ce que voilà, l'éducation sanitaire, c'est quelque chose qui est important pour vous? Est-ce que la qualité de vie de vos citoyens? Parce que normalement, un politique, son objectif, c'est l'optimisation du bien-être de ses concitoyens. Juste pour ça, en général, qu'on fait de la politique. Donc, mais vous voyez que comme on reste avec une approche sanitaire purement curative, purement liée à une maladie, moi, je ne suis pas un médecin, donc la santé, ce n'est pas mon rayon. C'est encore vrai en 2020. Il faut lever à chaque fois cette barrière-là pour expliquer de quoi on va parler. On va parler santé, mais on ne va pas parler uniquement de l'organisation des hôpitaux. Donc voilà, c'est tout ce travail de remettre un petit peu la santé là où elle doit être, avant déjà de parler de réforme, qui est déjà un travail non négligeable auprès des responsables politiques. Voilà, donc c'est toute cette feuille de route qu'on est en train de créer. Et l'objectif, et on verra pour ceux que ça intéresse vraiment, les droits commerciaux, les droits d'auteur ne me reviennent pas, reviennent à l'Institut Santé, donc j'en parle très librement, mais c'est vrai qu'en presque 1 an, on va voir l'écart. Pourtant, ce livre, il est issu vraiment d'un travail de fond, mais on va voir que probablement avec le prochain livre, vous verrez déjà tout le résultat de tout ce travail collectif de consensus qui, globalement, les idées sont toujours là, mais ça permet vraiment de simplifier le discours, de pousser les idées plus loin, de les rendre beaucoup plus concrètes et donc accessibles aux citoyens, parce qu'on les matérialise. Hein, quelquefois, on a tous le biais, c'est un peu d'utiliser des jargons qui nous paraissent comme ça naturels, mais qui font qu'il y a quand même une partie de l'audience qui est souvent un petit peu loin de tout ça. Donc ça, c'est ce que ça va permettre de faire. On simplifie, on rend accessible, on clarifie, on pousse plus loin les idées. Et donc, ça devrait en faire quelque chose d'accessible pour tout le monde en 2022. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Lisa, oui, merci beaucoup Frédéric pour cette présentation, je dirais, globale, hein, à la fois qui correspond avec l'ensemble des réflexions qui ont été menées avec l'ensemble des parties prenantes qui se sont imprégnées finalement des grands enjeux donc, à travers cette conférence de consensus dont vous avez parlé hein, donc, dans votre Institut Santé. Donc, de nombreux sujets que vous avez abordés, vous avez soulevé évidemment beaucoup de problématiques en lien direct avec la question des réformes. Alors,
on a eu beaucoup de questions, Frédéric, qui sont arrivées quand même voilà, au moment où vous alliez intervenir aujourd'hui. Alors, vous en avez parlé un petit peu. Alors, je vous résume simplement les questions centrales qui ont été abordées. Alors, la première, évidemment, elle concerne les réformes, évidemment. Donc, je dirais dans quelle mesure cette réforme aujourd'hui a vraiment un caractère vertueux ou alors au contraire a atteint ses limites. Vous avez déjà donné des éléments de réponse là tout à l'heure. Vous avez parlé de la question de la démocratie sanitaire qui devrait avoir une place de plus en plus importante, notamment la société civile. Vous en avez parlé aussi avec une approche un peu disruptive, donc centrée évidemment sur la demande, centrée sur les consommateurs de soins. Il y a des questions aussi qui ont été portées aussi sur la question de la légitimité de la gouvernance. Alors, vous l'avez abordé également donc avec sous un angle un peu critique, en disant que la gouvernance actuelle avait peut-être sa problématique d'être un petit peu trop, je dirais, disparate dans sa composition et dans sa manière de pouvoir amener des grandes décisions politiques. Donc, en tout cas, il y a des questions qui ont été posées aussi là-dessus. Et puis, de façon un peu plus centrale, c'est en lien évidemment avec la Covid-19 qui a révélé, je dirais, toute cette grande vulnérabilité de notre système de santé en France, même si, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un des systèmes quand même les plus performants au monde, même si évidemment aujourd'hui on en perçoit quelques vulnérabilités. Mais en tous les cas, la Covid-19 a révélé, je dirais, un certain nombre de zones de vulnérabilité. Alors, est-ce que, à travers l'excellent ouvrage que vous avez publié, qui est évidemment un concentré de tous les échanges qui ont été consacrés, notamment à travers la conférence de consensus, qui n'est qu'une étape, c'est ce que vous avez dit, hein, c'est une étape parce que vous êtes en train d'engager de nouvelles réflexions avec l'ensemble des parties prenantes et notamment des partis politiques. Vous parlez de façon globale, finalement, sur le caractère un peu disruptif, c'est-à-dire qu'il faut mettre au centre, je dirais, dans sa simplification, la question des territoires, puisque c'est ce que vous êtes en train de soulever. Il faut mettre les territoires au centre et il faut basculer, évidemment, d'une approche, une approche soin vers une approche santé. Vous dites il faut passer d'une approche de l'offre de soins à une approche autour de la demande. Il faut passer aussi de la question de la gouvernance, finalement, à la question plutôt de la démocratie sanitaire. Vous dites qu'il faut aussi basculer de la maladie, finalement, sur une réflexion autour des déterminants de santé. Voilà. Et puis, globalement, vous dites que finalement, il faut arrêter de tourner en rond et passer à des éléments, je dirais, assez centraux et essentiels. Voilà. Donc, beaucoup de questions ont été soulevées. Quel regard global, finalement, vous portez un petit peu sur toutes ces préoccupations qui se sont révélées de toute façon avec le contexte de la Covid-19 qui a mis en évidence cette grande zone de vulnérabilité. Pour autant, nous sommes quand même un système assez performant, mais en quelques mots comme ça, comment vous voyez les choses dans la perspective d'avenir? Parce que le temps compte, d'ailleurs c'est le titre de votre ouvrage, hein, alors la réforme globale de la santé, c'est pour quand? Donc il y a une question de temporalité qui devient extrêmement urgente. Quelles seraient pour vous des recommandations que vous pourriez mettre comme ça en exergue, même si vous l'avez rappelé encore une fois, la concertation est essentielle et fondamentale, mais en même temps, le temps nous est compté. Alors, Frédéric, quelles sont vos réflexions par rapport à tout ça? Alors, il y a des points extrêmement importants et peut-être qu'après, on pourra échanger avec certains. Et on va ouvrir auprès des participants. Mais c'est pour vous donner aussi… Une petite divergence avec vous. Notre système n'est plus un bon système, n'est plus performant. Notre système traverse, prendre des variables, prendre tout ce que vous voulez comme variable, d'inégalité sociale de santé, de mortalité prématurée, d'accès à l'innovation. Il faut quand même être convaincu que ce qui a porté le système ces dernières années, c'était nos professionnels de santé, mais qui disent aujourd'hui stop. Donc, on a une crise sociale majeure, une crise d'attractivité des professionnels de santé, que ce soit à l'hôpital public, en ville, dans les EHPAD. Ce n'est pas qu'on manque de ressources humaines, c'est que les ressources humaines existantes n'ont plus aucune envie d'aller travailler dans les environnements de travail qu'on leur propose. Donc, on est au bout du bout du bout. Donc, ça, c'est quelque chose qui est… Vous voyez, parce que, bon, qu'il faut partager. Ce n'est pas que moi qui le dis, la plupart des gens le disent. Mais pour la première question qui est abordée, qui est une question fondamentale, qui est de dire, mais comment on va
Comment on va initier cette réforme? Comment on fait? Est-ce que on l'initie? Eh bien, justement, on l'initie en la rendant évidente. On l'initie en expliquant pourquoi ça ne peut pas fonctionner. Le système tel qu'il est aujourd'hui, par rapport au monde, des pathologies chroniques, des nouvelles technologies, du vieillissement de la population, il n'a pas été pensé pour ça. Il n'a jamais été pensé pour ça. Il a été pensé pour gérer des soins ponctuels, des soins aigus, choses, et sur lesquels on reste super fort. Il n'y a pas meilleur que nous pour gérer des AVC, des trucs sur lesquels on est super bon. On intervient très rapidement, on a des soins d'excellence. Par contre, pour gérer un diabète, il y a tellement qui font mieux que nous. Pour gérer une crise sanitaire qui est certes un caractère aigu, mais qui demande une organisation de santé publique qu'on n'a pas mis en place. Parce que nous, ce qu'on attend, c'est que les gens soient malades. Sauf que la Covid, on est parmi les meilleurs à gérer les gens à l'hôpital. Mais on est juste des branques pour protéger les gens avant l'hôpital. Bon. Donc, ça, il faut être quand même convaincu. Alors, cette réforme, nous, on pense, encore une fois, qu'il faut faire le travail. Et qu'il faut arriver avec des propositions ficelées, un paquet ficelé, qui rendent un petit peu les choses évidentes à faire et faciles à faire pour les politiques. Donc, c'est tout ce travail qu'on est en train de faire. Vous n'avez pas l'embarras du choix. Il n'y a pas 50 façons de partir de l'existant et d'aller vers un modèle. C'est pour ça qu'on parle pour un nouveau modèle de santé. On évolue parce que la notion de refonte, de réforme systémique, ça donne un peu l'impression d'un travail de Sisyphe. Hein, où, oh là là, c'est les montagnes. Non, mais en fait, il faut expliquer le nouveau modèle. Bon. Deuxième, sur la démocratie sanitaire et sociale, il y a une question sur la légitimité. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est par simplicité, quand on parle gouvernance, beaucoup de gens disent bah oui, mais c'est l'État. En fait, c'est l'État parce que l'État, il est piloté par des gens qui sont élus, et donc c'est l'État. Bon. Ce qui est vrai pour la légitimité de l'État. Mais ça ne répond pas à la question. Dans un système performant, quel doit être le rôle de l'État? Quel doit être le rôle de l'assureur public? Quel doit être le rôle des acteurs? C'est ça la question. Et dans un modèle qui se voulait un peu bismarckien, financé non pas par de l'impôt, mais par des cotisations sociales, beaucoup mélangent le fait et se disent ah non mais c'est gentil ça, mais on n'a plus le modèle d'avant puisque c'est financé maintenant assez largement par l'impôt, la CSG, puisque l'évolution actif-inactif étant ce qu'elle est, en forte diminution, on ne peut plus faire supporter le fardeau sur le travail, ce qui est une réalité en partie. C'est encore plus 50% des revenus. Mais qui paye à la fin? C'est toujours le même. Qu'il soit actif, inactif, c'est le citoyen. Donc c'est une décision politique, le choix du modèle. Bon. Nous pensons qu'on ne peut pas, donc que le rôle de l'État, c'est véritablement d'avoir une vision stratégique à long terme, de décider de l'allocation des principales ressources et d'être l'opérateur en matière de santé publique, c'est-à-dire protection de la population. Mais que ça ne doit pas être l'opérateur en matière de soins. D'abord, il y a une confusion des genres, parce que dans le modèle actuel, si ça ne peut pas fonctionner, c'est que vous savez qu'il y a 3 têtes à la tête de notre système. Vous avez l'État pour l'hôpital public, normalement pour la santé publique, mais il ne joue pas son rôle, mais l'État pour l'hôpital public, l'assurance maladie pour la ville, et puis la CNSA pour le médico-social. 3 têtes. Alors on dit qu'il faut décloisonner, on ne risque pas de décloisonner quand vous avez 3 têtes différentes. Bon. Mais en fait, quand l'État pilote l'hôpital public, il y a une confusion des genres, puisqu'il est à la fois quelque part l'actionnaire, le régulateur et le manager. Donc forcément, il est jugé parti dans cette affaire. Et alors on pourrait se dire, bah oui, mais ça permet à l'hôpital d'avoir une place au soleil. Mais non, on ne peut pas, parce que c'est un piètre manager, c'est un piètre opérateur. Alors, il est régulateur ou il favorise l'hôpital public dans beaucoup de décisions d'autorisation. Mais ça ne sauve pas l'hôpital public. On voit bien la déchéance de l'hôpital public. Donc, la légitimité de la démocratie sanitaire, c'est fondamental. D'abord,
on n'a pas rien fait depuis 20 ans. On a construit des outils extrêmement intéressants de démocratie sanitaire. Par exemple, la Conférence nationale de santé et d'autonomie, qui regroupe 8 collèges et qui regroupe l'ensemble des parties prenantes, qui est assez remarquablement pensée, sauf que tout le monde s'en fout, puisqu'il n'a aucune fonction autre que de dire, mais regardez, je fais de la démocratie sanitaire, mais elle n'a aucune fonction. En région, on a créé les CRSA, Conférences régionales de santé et autonomie, la déclinaison régionale, qui sont remarquablement bien constituées, qui représentent à peu près l'ensemble des acteurs. On a créé des unions régionales de professionnels de santé, on a créé les outils, mais on ne leur a pas donné de fonction, puisque le seul qui décide, c'est l'ARS. En région, et l'État, DGS, DGOS, DSS, bref, en fonction des décisions, c'est l'État. Donc tout ce que l'on dit, c'est qu'il faut qu'on donne une fonction à ces organes existants et qu'on crée une organisation, une gouvernance qui donne la légitimité. Donc la légitimité, elle est dans ces outils qui existent, avec des gens qui représentent le terrain. Et il faut ensuite, on crée ensuite, alors comment on a fait très concrètement, c'est que par exemple pour l'assurance maladie, vous savez qu'il y a des conseils d'administration qui sont composés par des représentants des employeurs, des employés. Enfin, ça, c'est plus ça qui fait la représentation. Donc, nous, on propose que cette conférence nationale santé-autonomie soit le conseil d'administration de l'assurance maladie nationale, de l'UNCAM, qu'on appelle assurance santé, mais peu importe. Et donc là, vous avez un rôle du citoyen représenté dans cette conférence nationale. Et la même chose en région, parce que vous avez compris que ce n'est plus l'ARS qui s'occupe de piloter, mais c'est ce qu'on appelait les URCAM, donc l'assurance maladie régionale, qui, elle, a un conseil d'administration qui est représenté par la CRSA. Donc avec une vraie action. Et puis évidemment, dans les territoires, là, vous avez ce qui fait vivre la démocratie sanitaire et sociale, puisque ce sont les acteurs eux-mêmes, avec, vous connaissez, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, qui vont lier l'agence régionale à ces territoires, bon, avec un rôle d'appui des CPAR. Donc, on a créé quelque chose qui, en effet, donne cette légitimité et qui fait fonctionner le système. Bon. La Covid-19, je ne vais pas y revenir, mais c'est un révélateur. Elle ne nous a rien appris, honnêtement, hein. Enfin, pour ceux qui connaissaient un peu le système. Mais c'est un révélateur de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et en principe, ça devrait être un accélérateur du changement, sous réserve qu'on sorte du déni dans lequel on est. Il ne va pas échapper que le Ségur de la santé, c'est des dépenses supplémentaires non financées et non financées à court terme. C'est la Cour des comptes qui a quand même, et la Commission européenne qui a dit c'est gentil, mais ça et les impôts de production, ça n'a pas été financé, mais qui tue définitivement l'hôpital public. Si vous projetez à 4 ans, vous êtes à 20 milliards d'euros de déficit en 2024. Alors, ça peut être une bonne nouvelle parce que, enfin, ça va nous forcer à vraiment repenser le système. Enfin, il n'y a pas de quoi être très fier de distribuer de l'argent qu'on n'a pas et qui ne change strictement rien, puisque ça ne vous a pas échappé que l'hôpital public est toujours autant en crise. On vient d'essayer de faire passer au Parlement aujourd'hui, hier, par Mme Rist, ce qui devait être les mesures structurelles. Bon, on savait que ça n'allait être rien. La mesure structurelle, c'est de demander un rapport sur la mise en place de professions intermédiaires de choses. Bon, donc c'est rien. Donc tout ça, l'idée, ce n'est pas de critiquer, c'est de comprendre et d'être lucide sur la situation. Merci beaucoup Frédéric de toutes ces réponses, et c'est vrai que la première question de Jean-Luc était chargée de plein d'autres questions parce qu'on en a reçu plusieurs. Alors Irma Coronado avait une intervention, une question. Je lui propose d'ouvrir son micro, se présenter, peut-être poser sa question de vive voix. Bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir. Je me présente, donc je fais partie de CNV, Conseil national des villes.
et je suis dans le collège d'habitants et j'ai participé à la commission de santé du CNV, donc au Conseil national des villes, avec, avec des membres de l'Agence nationale de cohésion de santé. Et c'est la nouvelle, comment on peut dire, structure opérationnelle qui se met pour les territoires. C'est vrai qu'elle a démarré en 2020 et elle n'a pas pu se dire ni se diffuser puisque le Covid est arrivé. Le même phénomène a été fait avec Cité éducative. Et le CNV a édité un rapport qui s'est dit très intégratif de tous ces besoins d'un habitant, puisque nous, en politique de la ville, le Conseil national des villes s'occupe de la politique de la ville, des bien-être des habitants. Et nous avons signalé qu'en effet, quand un habitant souffre, là, il souffre de plusieurs choses. Et le problème, c'est que quand il est malade, il faut qu'il aille lui-même un système de santé qui est très cloisonné. Et en même temps, son problème peut être social, médical, psychologique. Donc, la transversalité, en effet, sur le terrain est nécessaire. Mais le système de santé ne permet pas cela, parce qu'ils sont des systèmes cloisonnés. À travers de la politique de la ville, en CNV, nous avons évoqué l'activation de ces volets santé qui existent dans les décrets, mais très peu utilisés, pour qu'ils puissent s'articuler avec le système de santé qui fonctionne en solo et en autonome. L'État donne une certaine autonomie à chaque ministère. Et le ministère de la Santé se gouverne tout seul. Nous essayons de dialoguer avec eux. Heureusement, en effet, j'étais déléguée officiellement, ça sera, je pense, pour l'année 2021, à la Conférence nationale de santé. Donc, toutes vos propositions sont extrêmement intéressantes parce que ça correspond à ce que en interministériel ont déjà accepté. Et les travaux des CNB, on demande de transversalité, de décloisonnement, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Le Covid, comme vous l'avez bien dit, a révélé toutes ces failles, a révélé les failles aussi du système éducatif, mais il y a Cité éducative qui existe, qui a démarré aussi en 2020 et qui n'a pas été non plus bien diffusée, mais s'il y aurait Cité éducative, s'il y aurait la politique à la ville, avec les nouveaux organigrammes de cohésion des territoires à la NST, plus le volet santé, c'est ça qui nous manque en fait. Non, mais en 3 mots d'abord pour circuler, mais je bois vos paroles parce que, évidemment, vous voyez que c'est plusieurs choses. Évidemment, tout ce que vous dites, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez montre que rejoint ce que je dis par rapport à ce qu'il faut faire, la direction qu'il faut prendre. Finalement, vous voyez que dans le modèle actuel, même avec la meilleure volonté du monde, on n'y arrive pas. On ne peut pas passer à ce nouveau modèle à partir de l'existant sans déverrouiller un certain nombre de choses. Absolument. On pourrait parler du décloisonnement, on pourrait parler du financement, on pourrait parler de la gouvernance. Et vous voyez, c'est là la difficulté entre, et moi c'est aussi un peu après un ras-le-bol, je fais beaucoup de conférences, comme probablement certains d'entre vous, un ras-le-bol de constater que tout le monde constate la même chose et désespère les foules sans apporter de solution. Si nous ne réfléchissons pas à apporter des solutions, qui va le faire? Et donc, c'est là où la difficulté commence. Ada a participé à un certain nombre de choses. C'est que là, vous tapez la tête, parce que nous, on est très exigeants pour ne pas constater, mais produire. Ça, c'est des choses. Et là, vous voyez qu'il y a d'abord nettement moins de participants, parce que c'est quand même dans cette complexité, trouver des solutions cohérentes, c'est plus compliqué. Et vous voyez, c'est ça qu'on va essayer de produire. Et là où on est assez confiant, c'est que ce pays a de tels atouts, a de telles richesses, que si on arrive à déverrouiller un petit peu les principaux freins, ça va repartir de façon merveilleuse. Moi, je travaille pour des pays émergents. Je sais ce que c'est quand vous manquez de ressources humaines qui se forment en 10 ans ou en 15 ans. Vous savez que vous allez améliorer les choses à la marge. Mais ce pays ne peut pas se permettre d'avoir un système de santé aussi déficient
qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc, on peut inverser assez rapidement les choses. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que, parce que ce que vous avez dit, quand je dis je bois du petit lait, c'est que, évidemment, c'est exactement ce vers quoi on va. Est-ce qu'on veut essayer de créer, d'avoir cette approche qui soit autant sociale, sanitaire que médicale, avoir cette approche qui réponde, pour lesquelles les politiques publiques qui impactent la santé sont partie prenante du système. Aujourd'hui, vous appelez le système de santé sur un problème qui n'est pas purement médical. Il vous dit, mais vous êtes trompé de numéro, cher ami, c'est pas là. Ben si, c'est là, c'est la santé. Ah non, mais ça, c'est le ministère de l'Agriculture ou le ministère du machin. Donc, ça n'a rien abouti. On va essayer de poursuivre. C'est passionnant, Frédéric. Le temps court tellement vite. On a une question justement assez disruptive qui est en lien avec la question de la modélisation. Alors, est-ce que Michel Tsimaratos peut prendre la parole parce qu'il parle de la question des territorialisations en posant la question est-ce que ça peut s'élargir sur d'autres filières que la filière santé? Alors, Michel, si vous êtes encore en ligne, n'hésitez pas à prendre la parole pour peut-être préciser le sens de votre propos. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. On n'entend que toi, Michel. Très bien, Michel. Merci beaucoup, Frédéric. Moi, évidemment, je partage tout ce que tu as dit. Simplement, quand je repense à l'intégration de tout ça, je ne me demande pas s'il faut l'élargir à d'autres secteurs que celui de la filière santé, mais je me demande si on peut le faire uniquement pour la filière santé. Parce qu'il faudrait probablement intégrer d'autres filières économiques, de production, de formation, etc. Et l'idée de la territorialisation qui s'appuie sur les ressources locales, ça veut aussi dire qu'on doit voir dans les territoires plus que simplement une carte géographique, mais de véritables terroirs. Chaque territoire a ses propriétés, ses avantages, ses ressources. Ce n'est pas la même chose le bord de la Méditerranée, le bord de l'Atlantique, les Hauts-de-France, etc. Donc peut-être si tu pouvais nous dire ce que tu penses de cet élément et est-ce qu'on peut imaginer le succès de la démarche que l'on mène s'il n'y a pas une vraie réflexion de fond, qui est évidemment politique, sur la façon de redonner un petit peu de la force et de l'importance au territoire et qu'est-ce qui manque aujourd'hui en plus de tout le capital immatériel, c'est-à-dire de la connaissance, parce que si on redonne du pouvoir et si on fait redescendre un petit peu les décisions au niveau du territoire, on risque de dévoiler, de la même façon que la crise Covid a dévoilé la faiblesse du système, de dévoiler les faiblesses de chaque territoire en même temps que les forces de chaque territoire. Alors, d'abord, ce qu'on essaie de faire, mais tu le sais puisque on en a déjà discuté, mais pour rendre possible la réforme, il ne faut pas mettre la barre trop haut en matière de ce qui est prioritaire de faire dans un premier temps. Moi, je pense qu'il faut que dans une réforme qui concrètement serait des ordonnances, c'est un Debré 2 qu'il faut, hein, en gros. Pas un Ségur de la santé, c'est un Debré 2. Finalement, ces Debré, ce sont les ordonnances Debré qui ont structuré le modèle tel qu'il était actuel. Donc, on est plus dans les Debré 2. Donc, soit une grande loi de santé ou les ordonnances, ça, on verra dans un deuxième temps. Il faut dans un premier temps, parce que, en fait, c'est une révolution. Je ne le dis jamais comme ça, mais c'est une vraie révolution dans les cultures. Ce n'est pas du tout la même chose. Tu parlais des territoires, Madame parlait de l'aspect social. Évidemment, tout ça, c'est dans le nouveau modèle. Mais tout ça va en découler et il va y avoir des recherches qui vont être nécessaires et des organisations qui vont être nécessaires après la première phase de déblocage. Donc, on essaie de faire ça par phase, mais c'est la première qui va être déterminante. Sur la question des territoires, on avance, mais moi j'ai besoin, c'est pour ça qu'on va faire une conférence de consensus dédiée à la territorialisation, parce qu'on a travaillé sur l'aspect sciences sociales. Comme vous le savez, vous ne le savez pas, par exemple, si vous avez dans le livre, on a un premier chapitre qui est philosophique, qui est rédigé en partie par Catherine Audard, qui est une remarquable philosophe, qui a traduit John Rawls, qui
connaît probablement le mieux la justice sociale, et donc il nous a expliqué que c'était quoi ce nouvel ordre social dans lequel on vivait. Parce que la santé s'intègre dans la société, donc dans un nouvel ordre social, un nouvel ordre médical, mais aussi un nouvel ordre sur le plan des modes de vie. Donc il faut l'insérer là-dedans. Donc ça, on essaye de réfléchir à ça. Concrètement, en effet, prendre les spécificités du territoire dans l'organisation territoriale qu'on va proposer, aussi bien en matière d'organisation, de gouvernance, ça, j'espère que dans quelques semaines, notamment à travers ces débats qu'on va susciter, parce que ce que je vois, c'est quand on demande à un maire aujourd'hui, un président de conseil départemental ou un président de région, au mieux, il a une idée, lui, il a une conviction, mais personne n'a travaillé sur la question. Hein. Et on voit bien qu'avec le Covid, à un moment, quand le gouvernement était démuni, il a dit « oh ben, je vais laisser les maires décider », sauf que les maires, ils n'ont jamais rien décidé parce que c'était les préfets qui étaient… Le maire était dans les mains du préfet, parce que l'État ne sait pas véritablement accorder l'autonomie. Et jusqu'où est-ce qu'il faut accorder une autonomie? Parce que c'est ça, en fait, la question. Comment j'évalue, je contrôle, jusqu'où j'accorde cette autonomie en matière de pilotage des besoins de santé? Je n'ai pas encore une réponse concrète. Je sais qu'il faut le faire, mais il y a une différence entre avoir aujourd'hui cette organisation qu'on a proposée à l'échelle territoriale et exprimer très simplement et très clairement quelle va être la place du territoire, la place des élus locaux, la place des départements, la place des régions. On va y arriver à ça. Mais c'est ça le travail qui reste encore à faire. Tu as raison, c'est la puissance de ça, c'est qu'on utilise des ressources locales, entre guillemets naturelles, qui sont toujours énormes et qui sont celles qui règlent les problèmes d'inégalité territoriale, d'inégalité sociale, qui sont aujourd'hui mais une vraie honte pour un pays comme la France. Heureusement que personne ne connaît les chiffres des inégalités territoriales et sociales. C'est juste un truc absolument hallucinant. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit pour le résoudre. Et on sait que c'est avec cette approche-là. Voilà, donc tu as raison, il faut aller plus loin dans la modélisation de ce que va être cette territorialisation, mais welcome au club, on a besoin de… C'est une excellente transition, Frédéric. Je vais redonner la parole à Nada parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire, mais Frédéric, vous venez de lancer l'excellente transition du coup pour la suite justement de cette réflexion collective et globale très importante qui devra apporter des réponses extrêmement concrètes, percutantes pour faire avancer les choses. Nada, je te redonne la parole. Absolument, absolument. Et c'est vrai que c'est une invitation à continuer les échanges qui sont extrêmement passionnants. Alors, 1 heure, c'est à la fois long, mais très court pour faire le tour de toutes les questions. Il est déjà 20 heures et nous devons conclure. Un grand merci, Frédéric, d'avoir apporté tous ces éclairages, d'avoir répondu aux questions que nous avons reçues en direct. Un dernier mot, c'est… Oui. Ce n'est pas une invitation en l'air. Hein. L'Institut Santé est un réseau ouvert qui ne fait que s'enrichir, dont les limites pour l'intégrer, c'est vraiment être partie prenante de cette réflexion-là. Ce n'est pas du tout la quantité qui nous intéresse. Mais si vous souhaitez soit intégrer l'Institut Santé, soit apporter des idées, soit participer simplement à un forum, à une conférence de consensus. On va en refaire, je crois, à Paris, d'après ce que j'ai compris, il y en aura un autre. C'est vraiment, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous avez tout sur institutsanté.org. Voilà, un grand merci en tous les cas, Frédéric, pour vraiment la qualité. Et ça, on n'en doutait pas, mais c'est vrai que ça ouvre tellement de questions qu'il faudrait probablement un deuxième, voire même un troisième espace de webinaire. Voilà. Complètement, et je disais, c'est une invitation et c'est une double invitation, à la fois à rejoindre les réflexions et les travaux d'Institut Santé, mais également à organiser un nouvel échange dans la continuité de celui de ce soir, autour d'un webinaire, une conférence même, après la fin du confinement, nous l'espérons, pour que ça nous permette d'échanger en toute convivialité sur le site de SCP. Un grand merci encore une fois, Frédéric, un grand merci à tous les participants.
de vos questions, de vos interactions. Je vous souhaite une très belle soirée, de très belles fêtes de fin d'année et nous vous retrouvons eh bien, en 2021. Et je laisse à Frédéric le mot de la fin. Oh, merci infiniment à vous, Jean-Luc et Nada. Je pense que c'est vraiment, il faut, c'est par le débat, ce sont les idées qui gouvernent le monde. Et donc, à partir du moment où on aura mis les bonnes idées sur la table, les choses se feront. Bonne soirée.